Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre 15h au Sommaire du journal. Le président de la République a assisté à l'enterrement du directeur de cabinet de la présidence. Également dans l'actualité, le ministère de la Communication célèbre la journée internationale de la presse. Et aux nouvelles du monde, l'Union européenne mettra fin au contrôle des frontières au mois de novembre prochain. Et nous entamons ce journal par cette nouvelle de l'arrivée de la dépouille mortuaire du défunt Fathi Sacham, haut fonctionnaire de l'État qui est mort en France alors qu'il était dans un hôpital pour subir des soins. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, s'est déplacé en personne à l'aéroport pour l'arrivée du cercueil. Fathi Sacham, après avoir longuement occupé des fonctions de secrétaire général de l'Éducation nationale, a été ensuite affecté à la présidence de la République pour être l'adjoint du secrétaire général de la présidence de la République. Ce grand commis de l'État a été fortement apprécié pour son calme, sa pondération et son grand sens du devoir. Il passait chaque jour des heures entières dans ses bureaux pour parachever son travail et se donner à fond. Il semblait même privilégier son devoir et ses hautes fonctions au détriment de sa vie privée. De très nombreuses personnalités ont entouré le chef de l'État pour saluer la mémoire du défunt. De l'aéroport de la dépouille à l'arrivée de la dépouille du défunt devait être acheminé vers une mosquée pour la prière du mort et ensuite conduite à sa dernière demeure et mise en terre. De très nombreux messages de condoléances ont été adressés à la famille du défunt suite à des brusques disparitions. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Quant au message de condoléances, la direction de la radio personnelle de la RTD s'associe à ces moments de chagrin, de douleur, exprime sa profonde compassion à la famille, aux proches du défunt. La dépouille a fait le dernier chemin vers la cimetière de BK12 pour la mise en terre du défunt. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, s'est déplacé en personne à l'aéroport pour l'arrivée du cercueil. Fathi Sacham, après avoir longuement occupé les fonctions du secrétaire général de l'Éducation nationale, a ensuite été affecté à la présidence pour être l'adjoint secrétaire général de la présidence de la République. Ce grand commis de l'État a été fortement apprécié pour son calme, sa pondération et son grand sens du devoir. Il passait chaque jour des heures entières dans ses bureaux pour parachever son travail et se donner à fond. Il semblait même privilégier son devoir et ses hautes fonctions au détriment de sa vie privée. وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله.
Et autre nouvelle du pays, la conférence régionale de l'enseignement supérieur et la recherche a organisé conjointement avec le ministère de l'enseignement supérieur et le bureau régional de l'UNESCO poursuivi ses travaux de thèmes de réflexion. Cette conférence est ouverte hier au Campetski en présence du chef de l'État alors qu'il réunit les représentants de 13 pays d'Afrique de l'Est et de l'océan Indien. Ouvert officiellement par le chef de l'État djiboutien, M. Ismaël Margueli, cette conférence va traiter de nouvelles filières de formation allant de la science et également de la technologie. L'interrogation est de mise comment les universités peuvent-elles combiner les sciences naturelles et la recherche en sciences sociales. En plus, on doit aussi regarder le fait que si on n'investit pas sur l'enseignement supérieur, ce sera difficile pour émerger. Et tous les pays dans nos sous-régions parlent d'émergence. Et émergence a besoin de savoir. Le savoir-faire, il a besoin des savoirs scientifiques, il a besoin des technologies. Donc, pour nous, UNESCO, c'est simplement à travers le ministre de l'enseignement supérieur, rassembler tous les experts dans notre région, parce qu'on a pas mal des experts, sauf qu'il n'y a pas la valorisation de nos experts. L'Afrique a des richesses, sauf qu'on n'a pas bien coordonné. Donc cette conférence, c'est de rassembler tout le monde pour dire, si on a de bonnes collaborations, c'est possible de faire de grandes choses. Et il y a des preuves ce matin. Le discours de Monsieur le Président était excellent. Si on a besoin d'être parmi les régions assez près d'engager sur le développement, on doit régler notre secteur d'enseignement supérieur. Et c'est tout. UNESCO n'a rien à faire. Pas l'argent pour donner, mais toujours avec les idées. Et si on a les idées, on peut rassembler tous les bailleurs. Et déjà, le ministre de l'enseignement supérieur ici au Djibouti a commencé. Il a les preuves. Ce n'est pas moi de dire. Donc c'est ça l'essentiel de cette conférence, pour rassembler tout et de montrer des bonnes pratiques et aussi de choisir certaines interventions clés pour aller ensemble. Effectivement, les interrogations mises en place sont comment les universités peuvent-elles combiner les sciences naturelles et la recherche en sciences sociales et humaines pour relever les défis et l'objectif de développement durable. Comment les universités de la région peuvent-elles collaborer pour permettre aux étudiants d'être bien formés pour relever les défis dans les nouveaux métiers et qui s'offrent à eux et peuvent assurer également la croissance du développement durable inclusif. Et comment également passer de l'accumulation de connaissances et de savoir-faire théorique à la pratique et une réelle productivité. Une maîtrise des techniques et des sciences passe par leur concrétisation. Après l'ouverture de la conférence, la directrice a bien évidemment dirigé une interview. Écoutons à présent le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Nabil Mohamed Ahmed. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique est un continent où nous devons créer l'espoir. Et l'espoir se trouve à Djibouti. Pourquoi? Parce qu'à Djibouti, il y a la paix. Il y a une jeunesse qui est en train de se former. Nous avons une jeune université. Et nous voulons impulser ce que nous avons créé comme environnement à Djibouti pour que nous puissions prendre le leadership de pouvoir convaincre nos partenaires, les pays voisins, d'investir dans l'enseignement supérieur et la recherche, parce que sans enseignement supérieur, sans recherche, on ne peut pas développer nos pays. Tout à l'heure, vous avez parlé de petits pays. Je voudrais vous donner l'exemple de Singapour. Singapour est un pays qui est encore plus petit que le nôtre. C'est 1/20 du territoire de la République de Djibouti. Mais Singapour a très vite investi dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. Et elle a très vite investi également dans la façon d'apprendre autrement. C'est ce que nous voulons démontrer à partir de Djibouti. Si Singapour est un modèle, comment faire pour que Djibouti soit un modèle avec ses moyens pour les pays qui nous entourent. Le fait que nous soyons un pays stable, de paix, je pense que nous pouvons en toute sérénité démarrer quelque chose à partir de Djibouti pour que Djibouti soit un hub également de la connaissance et non pas uniquement de la logistique et transport.
Maintenant, au niveau des efforts que nous avons faits au niveau de l'université, nous voulons également partager cette expérience. Tout à l'heure, Madame Thérèse vous disait que vous lui parlez des moyens. Quand on a des ambitions, quand on a des convictions, on peut trouver les moyens. Et si on ne les a pas, il faut aller les chercher. Nous avons construit une faculté d'ingénieurs en allant chercher les moyens pédagogiques en Turquie, les moyens financiers avec le fonds saoudien. Nous sommes en train de construire une idée de projet avec la Banque mondiale. On a eu l'accord de principe. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à Washington pour défendre un projet de centre international d'excellence des technologies de l'information et de la communication qui vont aider avec des outils numériques, le e-banking, donc tout ce qui est services bancaires fonctionnant avec le numérique, parce que c'est ça l'avenir, c'est ça qui va créer des emplois et pouvoir utiliser le numérique dans toute la logistique et transport. C'est ce que nous avons commencé à l'université de Djibouti, où nous avons mis en place des plateformes où les étudiants sont capables, à partir de la conception d'un projet jusqu'à sa réalisation. Et c'est ce que nous voulons démontrer, partager avec nos amis, nos frères de la région. Autre nouvelle du pays à présent, arrivée des premiers délégués du comité national olympique africain en prévision de la tenue de la 17e Assemblée générale de l'Association des comités nationaux olympiques africains, l'ANCNOA, prévue du 9 au 11 mai 2017 à Djibouti. Les premières délégations ont posé pied à Djibouti. Ces afflux se poursuivront plusieurs jours durant. Parmi les premiers arrivés, l'on compte le président de l'ANCNOA, Alassane Palanfo, qui est arrivé à bord d'un vol Ethiopian Airlines. Quelques 200 personnes sont attendues pour cette assemblée élective. C'est au camp Petski Palace Hotel qu'une cérémonie de bienvenue a été organisée en l'honneur du président de l'ANCNOA, en présence de la présidente du comité national olympique djiboutien, également un membre du comité olympique international, Mme Aïcha Garad Ali. Rappelons que cet événement majeur réunira l'ensemble des présidents et secrétaires généraux du comité national olympique et sera honoré également de la présence du président du comité international olympique, Thomas Bach. Autre personnalité prestigieuse attendue du président de l'ANCNOA, l'association mondiale des comités nationaux olympiques, Cheikh Ahmad, ainsi que de nombreux membres de la CIO et d'anciens champions sportifs. Durant près d'une semaine, donc, la République djiboutienne accueillera l'ensemble des dirigeants des instances olympiques continentales et internationales telles que l'ANCNOA, la Solidarité olympique et Fédération internationale sportive. L'événement sera largement couvert par la presse nationale, également internationale. La cérémonie de journée mondiale de liberté de la presse s'est organisée ce matin à l'hôtel Cassias à Djibouti par le syndicat du personnel de la presse, également de la presse écrite comme la presse audiovisuelle, le SPAD, en collaboration avec l'UNESCO. La cérémonie a été présidée par la présidente du syndicat, Mme Aïcha Ahmed Youssouf. Plusieurs journalistes, présentateurs comme à la radio et à la télévision ont participé à cette cérémonie de la liberté de la presse. La cérémonie a vu la participation de la directrice régionale d'UNESCO pour l'Afrique de l'Est et de l'enseignant indien, Mme Anne Thérèse, le directeur de la communication Ibrahim Mir, également le coordinateur de l'UNESCO à Djibouti, M. Idriss Youssouf Elmi. Je propose d'ailleurs d'écouter la directrice du bureau régional d'UNESCO, Mme Anne Thérèse. C'est sous le thème des esprits critiques pour des temps critiques, le rôle des médias dans la promotion des sociétés pacifiques, justes et inclusives. Cette journée que nous célébrons est pleine d'essence, car elle s'inscrit dans un contexte mondial où la question des conditions de travail des journalistes devient récurrente et en constitue un problème réel pour l'exercice de la profession. C'est pourquoi cette journée nous permet de réfléchir pour stimuler le débat parmi les professionnels des médias sur les problèmes qui touchent la liberté de la presse et l'éthique professionnelle. Les journalistes et les professionnels des médias à Djibouti mettent ainsi depuis quelques années un point d'honneur à célébrer cette journée.
Cette année encore, ils n'ont pas voulu déroger à la règle. Car cette journée constitue pour nous, grande famille de la presse, de se retrouver, d'échanger et tenter de développer notre organisation. C'est pourquoi cette année, en marge de la célébration de cette journée, nous avons programmé un certain nombre d'activités, dont un atelier sur le rôle des syndicalistes dans notre milieu professionnel. Ces 3 dernières années, le nombre de professionnels des médias a connu une augmentation assez importante. Il était donc d'associer et de fédérer tous ces jeunes autour des idéaux que nous partageons tous. Celui de voir les droits des journalistes respectés et préservés. Le SPAD, qui n'existe que depuis 4 années, tente d'apporter sa pierre à l'édifice afin de consolider les acquis en matière de liberté de presse. Mais nos actions ne peuvent se concrétiser que si elles sont accompagnées par les autorités et nous constatons des évolutions positives ces dernières années. Je vous propose à présent de suivre le discours du directeur de la communication. Aujourd'hui, Djibouti a fait un pas en matière de liberté de la presse. Le département du ministère de la Communication se réjouit de cette évolution. C'est le résultat de l'action de toutes les parties, celle des acteurs de la presse et celle du gouvernement. Il nous faut donc rendre hommage aux femmes et aux hommes qui font de notre presse un label de référence dont nous en sommes fiers. La liberté de la presse est une condition de la démocratie et de la bonne gouvernance auquel nous aspirons tous et toutes. Ce rôle est tout aussi important pour un ancrage réussi et fécond de la démocratie. C'est pourquoi il faut saluer le thème retenu cette année, à savoir des esprits critiques pour des temps critiques, le rôle des médias dans la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives. La presse djiboutienne se doit plus que jamais de rester professionnelle pour, entre autres, consolider ses acquis pour un épanouissement accru des populations. Le renforcement de la démocratie doit donc être un leitmotiv. Messieurs et Madame, le gouvernement de Djibouti, à travers le ministère de la Communication, est conscient du rôle et de la place de la presse dans un état de droit. Il s'est engagé à offrir de bonnes conditions de travail et de vie aux acteurs des médias, en mettant notamment en place le statut particulier du personnel de la presse, dont l'application se généralise au fur et à mesure, et aussi l'établissement de la Commission nationale de communication. Le mérite de ces avancées revient d'abord aux journalistes, aux techniciens, bien entendu aux syndicats aussi de la presse, et aux partenaires au développement, comme l'UNESCO, mais aussi et surtout grâce aux efforts de tous les acteurs du secteur. Ce matin, le conseil régional de Tadjoura, sous la présidence de M. Omar Hussein Omar, a tenu une session ordinaire à laquelle on prépare les élus locaux du conseil régional, de représentants de la société civile, des associations des femmes et de la jeunesse ont suivi ces travaux. Outre les comptes rendus, le président du conseil régional, Omar Hussein Omar, a mis en relief les différents objectifs du plan de développement régional ainsi que la mise en pratique immédiate de la feuille de route établie par le ministère de la décentralisation. Ce matin, le conseil régional de Tadjoura informe la population qu'un meeting d'athlétisme intitulé Marathon de l'Espoir, organisé sous l'égide du comité d'organisation des festivités du 40e anniversaire, se déroulera dans la ville de Tadjoura le 6 mai 2017. Le conseil lance un appel aux participants, venez massivement à cette compétition. Et de la nous passons
dans la page nécrologique, nous avons appris avec tristesse la mort de feu Ali Sultan Ismail, survenu à Djibouti. Le défunt Ali Sultan Ali était âgé de 80 ans et était retraité de la police nationale. Il laisse derrière lui 69 enfants et 20 petits-enfants connus pour son intégrité et son civisme. Il était le père de l'actuel directeur de la disette Idriss Ali Sultan. L'ensemble des personnels de la radio-télévision Djibouti et également la direction adresse ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Également un autre avis de décès, c'est avec beaucoup de tristesse également que nous avons appris la mort de Madame Khadija Kawali Waïs, survenue hier à Lissébillé. Feu Khadija Ali Waïs a laissé derrière elle 5 enfants et 40 petits-enfants. La défunte était la tante maternelle de notre confrère Mohamed Ali Kharri. Le personnel et également la radio-télévision Djibouti lui adresse ses sincères condoléances dans cette épreuve de tristesse et de la Inna lillahi inna ilayhi raji'un. Et nous passons actuellement à l'actualité hors de nos frontières. Schengen, l'Union européenne mettra fin au contrôle de ses frontières au mois de novembre prochain. L'Union européenne mettra fin au contrôle de ses frontières au mois de novembre pour l'espace Schengen, supprimant d'ici 6 mois la dérogation exceptionnelle accordée aux 5 pays européens contrôlés à fort afflux migratoire. Bruxelles a donné son accord également l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark et la Suède. Norvège pour une nouvelle prolongation des contrôles, mais ce sera la dernière fois, a prévenu ce mardi le commissaire européen de la migration Dimitri. Au mois de mars, l'initiative de la France et de l'Allemagne, le code frontière Schengen, avait été modifié depuis la totalité des voyageurs entrant et sortant de l'espace Schengen sont soumis à un contrôle aux frontières systématiquement approfondi. Et pour finir, la Syrie. Une attaque de Daesh a fait des dizaines de morts dans un camp de réfugiés syriens. Une dizaine de personnes sont mortes dans un camp de réfugiés syriens près de la frontière irakienne. Plus de 30 civils et de nombreux combattants de la force kurde ont péri dans cette attaque. Les membres de l'État islamique se sont pris à un camp de fortune où des réfugiés syriens étaient rassemblés. Les djihadistes ont ciblé un petit village près de la ville de Al-Qadadi, situé entre Raqqa en Syrie et Massoul dans le Kurdistan irakien. La région est peuplée majoritairement de Kurdes selon l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme. Au moins 5 kamikazes se sont fait exploser à l'intérieur et à l'extérieur du camp des réfugiés. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis, restez avec nous. Merci également de votre fidélité. Les programmes et les journaux continuent sur Télé Djibouti. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Rebonjour et merci de nous rejoindre pour les minutes du focus. Hussein Aouled nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Hussein. Bonjour Nagat. Donc le thème que vous avez étudié aujourd'hui, c'est Washington, qui a étudié également plusieurs options avec l'ONU pour faire pression sur Pyongyang. Oui, effectivement, Nagat, les États-Unis étudient plusieurs options au Conseil de sécurité de l'ONU pour faire pression sur la Corée du Nord après un nouvel essai raté de missiles balistiques. Selon des diplomates, les États-Unis préparent une résolution pour imposer de nouvelles sanctions en cas de nouveaux essais nucléaires ou balistiques nord-coréens interdits par l'ONU. La Corée du Nord a averti lundi qu'elle était prête à mener à n'importe quel moment un 6e essai nucléaire, une déclaration qui intervient alors que la tension est déjà à son complet sur la péninsule. Elle a procédé samedi à un tir de missiles balistiques qui s'est soldé par un échec en riposte apparente à un appel solennel des États-Unis à l'ONU pour contrecarrer la menace nucléaire de Pyongyang pour un renforcement des sanctions internationales. Le régime a réalisé depuis 2006 5 essais nucléaires, dont 2 en 2016, et les spécialistes s'accordent sur le fait que le régime, l'un des plus isolés au monde, a fait des progrès vers la réalisation de son objectif qui est de se doter des missiles nucléaires intercontinentaux susceptibles de frapper le sol continental américain. Les conseils de sécurité imposaient depuis 11 ans 6 séries de sanctions à l'encontre de Pyongyang, dont dès l'an dernier, qui visaient à faire davantage pression sur le régime en privant des financements de ses programmes militaires. Au Conseil de sécurité, donc vendredi, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a appelé tous les pays à réduire ou rompre les relations diplomatiques avec la Corée du Nord et à imposer des sanctions ciblées contre des entités ou des personnes soutenant les programmes militaires nord-coréens. Washington veut surtout négater que la Chine soit plus sévère avec son turbulent voisin et allié. La Corée du Nord. Donc merci Hussein pour ces éclaircissements. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Téléjouti. Les journaux continuent.